Vice-présidence de la République, on en parle, et toutes les régions en parlent, au point où ces régions commencent à proposer des castings. Vous allez voir un ensemble de photos préparées par la réalisation de l'extrême nord jusqu'au sud-ouest. Les noms et des visages sont évoqués par ces Camerounais que nous avons rencontrés. Est-ce qu'on peut rapidement nous proposer quelques-unes de ces photos, quelques images qu'on a pu mobiliser après avoir écouté, entendu les Camerounais? La réalisation peut faire défiler ces photos qu'on a pour voir. On a Alamine Ousmane Mé, très prononcé le nom du côté de l'extrême nord, l'actuel ministre de l'économie. On a Faye Yengo Francis, on est au nord-ouest là déjà. Allons-y. On a Ferdinand Ngongo dans la région du centre, l'actuel secrétaire général de la présidence de la République. Franck Biya, le nom revient, il est originaire du sud. On a Henri Eibea ici dans le centre. On a l'actuel Premier ministre Joseph Dion Gouté du sud-ouest. Est-ce qu'on a Joseph Lé de l'est, Laurent Esso du littoral? Est-ce qu'on aura le ministre Motazé du sud? Et on a Maurice Kamto de l'ouest, c'est le seul nom de l'opposition qui revient en écoutant les Camerounais. Michel Ange Anguin de l'est. Oswald de Baboké de l'Est également, le directeur adjoint du cabinet civil, la présidence de la République, ou Philémon Yang du Nord-Ouest, qu'on a en image, René Sadi du centre. Alors, voilà quelques noms, quelques visages qu'on a pu. On n'a pas retrouvé un nom qui vienne de la Damawa ou du Grand Nord. On semble indiquer que le Sénat, ça nous va dans le Nord. On n'a pas retrouvé un nom de la Damawa, entre autres propositions. Monsieur, est-ce que les Camerounais, aussi, sous les Onoyolo, peuvent se laisser aller à cet exercice de proposition d'un vice-président? Bien sûr. Il faut déjà féliciter le travail qui a été fait, non seulement par la réalisation et par ceux qui ont proposé ce casting. C'est vrai que c'est un casting qu'on peut approfondir. Oui. Et je suis content de savoir que Maurice Kamto, n'est-ce pas, le joker de Wafoé là, pour dire en réalité que c'est un travail et des propositions qui ont été bien faites. Mais sauf que le problème que j'ai avec le nom du vice-président ou la personnalité, c'est que au regard de tout le mystère qui entoure, n'est-ce pas, le président Biya, qui garde l'exclusivité de la discrétion, il est difficile, n'est-ce pas, de pouvoir brosser ce casting et tomber facilement sur le bon cheval. Ouais. Parce que le président Biya, pour ce qui est, n'est-ce pas, il faut quand même constater que tous ces gens-là ont émergé dans la fortune publique, ils ont été ses collaborateurs, y compris Kamto. C'est pour dire qu'en réalité, le casting n'est pas allé très loin. Même s'il a démissionné, il a été, n'est-ce pas, dans le... il a été parmi les collaborateurs du président Biya. Ça, Wafo ne peut pas contester. Maintenant, il faut dire que ce qui me désintéresse un peu dans l'affaire, c'est que le président Biya, dans un régime présidentialiste très fort, a réussi l'exploit d'amener ses collaborateurs à ne pas s'assumer au renoncement de leur propre personnalité, au renoncement de leur charisme, au renoncement de ce qu'ils sont capables de faire. Voyez-vous, Jean-Jacques, nous qui faisons le terrain et qui avons été plusieurs fois, n'est-ce pas, échangés avec certains de ces noms et beaucoup d'autres encore qui ne sont pas cités, il suffit de positionner quelqu'un, il se met définitivement en deuxième division. Et il dit que non, tout est fait pour le président de la République, c'est le président de la République. Donc avec cela, beaucoup de gens n'ont pas libéré leur charisme. Et ils ne sont pas prêts à le faire tant que le président Biya est là. Pourtant, que ce soit aujourd'hui au sein du RDPC, il y a beaucoup, mais alors beaucoup
de chevaux, d'oiseaux rares, qui peuvent, n'est-ce pas, assumer les fonctions de vice-président. Maintenant, le drame, c'est que s'ils deviennent vice-présidents, est-ce qu'ils sont capables, n'est-ce pas, de faire volte-face et laisser éclore leur charisme et laisser prévaloir leur know-how, leur capacité à manager le Cameroun. Est-ce qu'ils vont sortir, n'est-ce pas, de l'aisselle de papa? Est-ce qu'ils vont sortir de la coquille de papa pour impulser, n'est-ce pas, une bonne gouvernance qui, n'est-ce pas, mette fin à la mal-vie, au mal-être? Ça, c'est une chose. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, Jean-Jacques, le Cameroun a besoin d'un vice-président ambitieux. Non seulement qui a l'ambition, mais qui aime le Cameroun, qui a une grande idée du Cameroun. N'est-ce pas? Aujourd'hui, le président Biya n'en a plus. Ou alors, il a fait sa part. Pendant qu'il a fait sa part, il faut ce genre de vice-président. Maintenant, tout ce qu'on a nommé là, il y a beaucoup qui ont des compétences. Il y a beaucoup qui en sont capables. Mais ils sont capables. Est-ce qu'ils sont prêts, hein, à assumer, n'est-ce pas, l'avenir du Cameroun? Toutes les questions sont là. C'est ce que je voudrais me résumer en disant que si ce ne sont que pour les noms, tous ces noms qui ont défilé, n'est-ce pas, sont des bons profils. Chacun, n'est-ce pas, a des compétences, des capacités à diriger le Cameroun. Parce que, je chute par là, il s'agit de dire que le vice-président qui sera nommé est forcément le troisième président du Cameroun. Parce que le président... C'est à qui finalement, le gré à gré? Oui, bien sûr. Puisque comme le texte lui confère beaucoup d'élasticité et d'extensibilité dans le management de la République. Il peut faire un gouvernement, il peut se présenter, il va finir le mandat. Et alors, imaginez-vous que le président vienne à nommer, n'est-ce pas, un VP dans les jours qui suivent, c'est-à-dire d'ici le 20 mai. Le gars a au moins 6 ans pour, n'est-ce pas, pour aller jusqu'au bout du mandat. Et encore qu'il est capable de déclarer le président sénile, il est capable de le mettre en asile, et il continue. Donc il y a un ensemble de... D'accord. Alors, votre intervention sous le nous permet justement de revenir à ce qu'on disait. La bourguibalisation, je tiens toujours à dire ça, parce que ce qui s'est passé avec Bourguiba, n'est-ce pas, peut se passer au Cameroun. Et c'est peut-être pour ça que le président de la République, qui n'a plus confiance à personne, même pas à son nombre, hésite, n'est-ce pas, à nommer un vice-président. Pourtant, il doit le faire, même si la Constitution ne lui impose pas forcément. D'accord. Votre réaction nous permet d'avoir enfin la réponse du professeur relativement à la demande de ses fans. Est-ce qu'il y a un portrait robot? La semaine dernière, vous avez abordé la question. Ils veulent en savoir plus. Est-ce qu'il faut définir un profil type de vice-président? Merci de me poser la question. On peut définir un portrait robot, mais chacun définira ce portrait robot à partir de qualités qui lui semblent avantageuses ou qui semblent avantageuses pour le candidat qu'il soutient. Ce que j'ai pu voir là est une présentation limitée. Pourquoi elle est limitée? Parce qu'il y a un sous-entendu. Le sous-entendu, il est ethnopolitique. Ça veut dire qu'on renvoie chaque candidat potentiel à un foyer régional. Et comme on renvoie donc chaque candidat potentiel à un foyer régional, ça pose un problème. Parce que les institutions dans lesquelles le poste de vice-président va venir s'insérer ne sont pas des institutions communocratiques. C'est-à-dire des institutions qui mettent en avant la communauté comme principe de gouvernement. Le Cameroun n'est pas un État communocratique, ni même un État communautariste. Le Cameroun est un État bourgeois d'inspiration occidentale. Donc il y a déjà quelque chose qui est en décalage.
Si l'on s'en tient à ce qui est dans la matrice de ces institutions, qui sont des institutions bourgeoises d'origine occidentale, ce qui est censé prédominer, c'est la logique fonctionnelle, c'est-à-dire les états de service. Et on a également un État qui a une histoire politique et institutionnelle marquée par la prédominance des bureaux du Ngomna. Tout ce que vous avez cité là, pour l'essentiel, sont des gens qui viennent des sphères du Ngomna. À partir de là, si on veut donc analyser ça à partir de la matrice, c'est-à-dire ce qui modèle les institutions, dans ces candidats-là, qui ne sont pas les seuls candidats possibles, dans ces candidats-là, sera, si on s'en tient à cette liste, celui qui respectera au mieux les états de service. Mais, c'est ne pas connaître la spécificité de la situation. La spécificité de la situation, elle est laquelle? Le président Paul Biya a lui-même issu d'une trajectoire politique précise. Le président Paul Biya a été constitué en dauphin du président Ahmadou Ahidjo, à la suite d'un certain parcours. C'est peut-être là qu'il y a la clé de ce qui est proposé là. C'est celui qui ressemblera le plus, ou alors, c'est ça la complexité, le moins, à ce parcours qui sera le vice-président. Tout ça pour dire qu'en fait, le vice-président est à la discrétion du président. Le président choisira qui il veut en fonction de ce qu'il a comme attente. Et l'un des éléments fondamentaux de cette attente, c'est la confiance. Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans la relation entre le président Ahmadou Ahidjo et le président Paul Biya, qui fait que la confiance est un élément essentiel. Il y a eu une rupture entre le président Ahidjo et le président Paul Biya, qui a profondément marqué le président Paul Biya. Voilà. Jean-Robert Wafo, l'exercice des Camerounais, depuis qu'on parle de l'avènement du vice-président, si on enlève l'aspect communautaire, il y a des noms et des visages qui circulent. Est-ce qu'on a une idée d'un profil? Monsieur Jean Jalzé, vous venez de me poser une question très pertinente. Je vais d'abord partir du fait qu'on ne doit pas oublier une chose. La République unie du Cameroun de 72, la République fédérale du Cameroun de 72, non de 61, la République 61, fédérale, oui. Dans la constitution de la République fédérale, il est mentionné ceci dans le préambule. Le territoire du Cameroun occidental, anciennement appelé Southern Cameroun, et le territoire du Cameroun oriental, anciennement appelé la République du Cameroun, s'unissent pour former un État appelé République fédérale du Cameroun. Donc, cette constitution fédérale reconnaît que c'était deux territoires qui se sont mis ensemble. C'est deux territoires. C'est un territoire et un État. J'ai dit ce qui est mentionné. Oui, bon, c'est un territoire et un État, c'est également le territoire. Mais ce n'est pas que le territoire. Je n'ai pas dit que ce n'est que le territoire, mais c'est également le territoire. C'est pour ça qu'en 72, Ahidjo rompt avec la République fédérale du Cameroun. Donc le référendum de 72. La République fédérale du Cameroun devient la République unie du Cameroun. En violation de l'article 47 de la Constitution fédérale, qui mentionnait clairement qu'aucune révision ne doit porter sur la forme fédérale de l'État. Voilà ce qui s'est passé. C'est pas pour rien que même dans le protocole de visite papale, on a prévu qu'il fasse également une visite dans le territoire qu'on appelait anciennement le Southern Cameroun. Ça aurait été un scandale que le pape se limite juste dans la partie francophone du Cameroun, oublie totalement la partie anglophone. Maintenant, ce que je vais dire également, c'est que nous sommes encore en pleine crise. Tu vois, tu as dit ça fait 10 ans. Effectivement, ça fait 10 ans. Nous avons perdu énormément. L'État du Cameroun. Des milliers de morts, des centaines de milliers
voire des millions de déplacés internes, des réfugiés, n'est-ce pas, un peu partout dans les pays à travers le monde. Mais si nous voulons que la paix revienne dans ces deux régions, il faut tenir compte du contexte historique. Je dis bien historique. Parce que, à la conférence de Fumban, je vais vous dire une chose. Il était question que le président et le vice-président soient issus de ce qu'on appelait les deux territoires avant l'indépendance, donc avant la constitution fédérale. Et la raison pour laquelle le président Biya connaît le problème anglophone, je l'ai toujours dit. Le président Idjo avait mis sur pied une commission dont il était le président et le rapporteur, c'était le ministre Abouem Achoyi. Ils sont descendus recueillir les avis des élites, n'est-ce pas, du nord-ouest et du sud-ouest, qui leur ont demandé d'aller rappeler au président Idjo les termes, n'est-ce pas, secrets de l'accord de Fumban. On ne pouvait pas mettre que si le président, qu'il fallait que le président soit francophone et le vice-président soit anglophone, et vice-versa, parce qu'ils se sont rendus compte que ça pouvait aller en contradiction avec la constitution du Cameroun qui établit clairement que tous les citoyens naissent égaux en droit et en devoir. C'est pour ça que généralement il y a ce qu'on appelle les gentleman agreement. Comme au Nigeria, vous allez voir, n'est-ce pas, c'est le musulman, un peu partout c'est comme ça. Mais ce n'est pas mentionné dans la loi fondamentale. Donc je pense pour ma part, parce que quand vous regardez l'ordre protocolaire dans notre pays, sur les 7, je crois que c'est 7 premiers qui rentrent dans l'ordre protocolaire, il n'y a qu'un seul anglophone. C'est deux, Fayengo et Yang. Non, dans l'ordre protocolaire. Dans l'ordre protocolaire. Le président du Sénat, de l'ordre protocolaire. Oui. Le président Le Premier ministre de la République, il est francophone. Le président du Sénat, il est francophone. Le président de l'Assemblée nationale, il est francophone. Le président du Conseil économique et social, il est francophone. Le président, je crois que c'est de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel, il est francophone. Le 6e, la Cour suprême. Le président de la Cour suprême, il est francophone. Conseil économique. Et j'ai cité le Conseil cité. économique. Donc il n'y a qu'un seul anglophone, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement. Est-ce que nous ne trouvons pas que c'est une injustice, compte tenu de l'histoire de notre pays et de l'apport même que ces deux régions, n'est-ce pas, insufflent à notre économie nationale? Mais le pétrole, c'est où? C'est à Limbé. Tchéco. Tout ça, l'acide ici, c'est où? Donc si on trouve le pétrole dans les SEM, vous allez parler après. Le pétrole devient l'élément qui détermine. Vous avez une lecture trop parcellaire. Parler du côté économique. J'ai dit entre autres arguments. J'ai cité les arguments politiques. Maintenant, je suis en train de faire un passage par les arguments économiques. Donc si on trouvait le diamant quelque part, le diamant devient l'élément qui détermine la position des pouvoirs. On va arriver à vous tout à l'heure, Elie Bilobé. Je suis en train de dire, j'ai l'impression qu'il y en a qui, je ne sais pas, ils bouchent leurs oreilles et puis s'inventent des choses dans la tête. Tu lis la Constitution de 72. J'ai dit ceci. Je suis parti de l'histoire de notre pays. Parce que ce que la crise anglophone, en fait, trouve ses origines dans le fait que les jeunes dans ces deux régions ont refusé, n'est-ce pas, d'être, comment je peux dire, l'assimilation. Ils ont refusé de façon violente l'assimilation qui avait été pourtant combattue par leurs aînés. Mais ils se sont dit, trop c'est trop. Vous avez combattu de façon pacifique. Est-ce qu'on vous a écouté? Laissez-nous prendre une autre voie. Donc, le poste de vice-président, c'est vrai que la forme, moi, je l'ai déjà dit sur ce plateau, je condamne la manière avec laquelle on l'a institué, mais ça peut être également un instrument déclencheur de la paix
tant recherché dans les deux régions du Nord et du Sud. Bon, maintenant, c'est pour dire quoi? Que les francophones aillent se discuter les postes pris par d'autres francophones. Est-ce que vous me comprenez un peu? Mais logiquement, il faudrait laisser ce nouveau poste à un anglophone, compte tenu de ce que sur les 7 premiers au rang protocolaire, il n'y a qu'un seul anglophone et il y a 6 francophones. Il faudrait... ne soyons pas gourmands. Que les francophones ne soient pas gourmands. Mais ces gens-là... Vous croyez que les enfants de ceux qui sont jeunes là aujourd'hui, quand ils vont grandir, vous êtes sûr qu'ils ne seront pas plus violents que ceux qui sont actuellement? On a compris puis cela. Ils sont devenus plus violents, puis ils sont passés à la phase de la violence, contrairement à leurs parents qui étaient plutôt un peu plus tempérés. Donc on dit, bon, maintenant, il y aura des frustrations et autres que vous notez, mais merci, qui pourraient être réglées par un vice-président anglophone. Moi, je dis, il ne faut pas commettre l'erreur, surtout. On a compris. Je dis l'erreur de nommer... Je dis, ce n'est pas des menaces. Nommer qu'erreur. D'ajouter, donc de mettre un vice-président francophone qui viendra faire passer sur le rang protocolaire, sur les 8 premiers, faire passer le nombre de francophones à 7 et un seul anglophone. D'accord. On peut même... On l'avait dit, Jean-Robert, si ça a été développé suffisamment. Joe Walter, sur cette question, le casting des Camerounais compte-t-il? On note là que les gens vous envoient les messages, il faut ajouter Vera Songhai, il faut ajouter Madame Mba Acha, il y a beaucoup de noms qui sont proposés, mais est-ce que ces castings comptent ou il faut aller dans les logiques telles que celles développées par Jean-Robert Wafo? Oui, les logiques de Jean-Robert Wafo ne doivent pas être exclues parce que moi-même j'ai été au Grand Dialogue National. Donc si vous voyez ce qui se passe dans la région Nord et Sud-Ouest, cette logique peut être évaluée, on peut réfléchir sur cette logique. Mais nous ne connaissons pas ce que le président de la République pense. Je dis que c'est possible d'aller sur le casting des Camerounais parce que j'ai fait un sondage. Et je voudrais préciser ici que le problème de légitimité du prochain vice-président ne se pose pas dans un système purement présidentialiste dont le pouvoir est concentré sur le président de la République, Maurice Duvégé. Passons. Donc, Zenglé n'est pas illégitime. Non, je parle de la concentration du pouvoir. Le système est purement présidentialiste. On est d'accord. Tout part d'un seul individu dont le problème de légitimité ne se pose pas. Casting, j'ai fait un sondage, Jacques Zé, parce qu'il ne faut pas oublier le contexte. Le contexte ici, c'est la transition. C'est la continuité de l'État. L'État ne doit pas s'arrêter. Tu veux dire régime ou bien sans vice-président, régime sans vice, ou bien la continuité? Non, la continuité de l'État. Parce que au sens de Georges Bordio. En quoi ce serait-il arrêté l'État si on n'a pas un vice-président? Il y a deux contacts. J'ai identifié deux contacts. Il y a un régime qui veut se perpétuer. Si je ne parle pas du régime, si je parle du régime, ça veut dire que je demande au président public de continuer avec son régime qu'il a nommé. Mais c'est ça qui va changer avec le vice-président. C'est pas le régime? Mais c'est lui son souci. Moi, je parle de l'État. Oui, le régime est dans l'État. Pas de problème. Le régime est dans l'État, le gouvernement est dans l'État. Je parle de l'État, continuité de l'État. Nous sommes dans des situations contextuelles. Maintenant, l'intérêt ici, c'est quoi? L'intérêt ici, c'est les noms que vous demandez là. J'ai fait un sondage. Et dans ce sondage, Jean-Jacques Zé, d'autres logiques, vous pouvez apprécier d'autres logiques, mais le sondage sur le terrain, il y a deux noms qui reviennent de temps en temps. Yang Philémon et Franck-Emmanuel Biya. Et Franck-Emmanuel Biya est toujours deuxième, premier. C'est-à-dire qu'il revient, son nom revient beaucoup plus à la deuxième position. Deuxième position, parfois première position. Yang Philémon revient parfois premier, parfois deuxième. Et le reste des figures que vous avez, les images que vous avez fait défiler sur la télé, ne revient même pas. On ne voit même pas. Et d'autres reviennent une seule fois, et d'autres ne reviennent même pas. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, sur la logique de mon sondage sur le terrain depuis des mois, j'ai constaté que les Camerounais aiment deux personnes sur le nouveau vice-président. Je ne sais pas ce que le président public va aimer. Ils aiment. Et les réseaux sociaux, j'ai aussi sondé les réseaux sociaux. Il y a Yang Philémon et il y a Franck-Emmanuel Biya. Les autres photos que vous avez présentées, ça revient très rarement. Voilà la présentation de mon résultat d'enquête. Est-ce que ça compte donc?
Je ne sais pas, je suis un chercheur à l'université. Je présente le sondage. À l'université, on fait la recherche, la formation, le développement. Ça vaut maintenant d'apprécier. Non, ça vaut de commenter. Ça vaut de commenter les sondages que j'ai fait. Les sondages ou les ballons d'essai? Non, c'est une enquête basée sur un sondage des réseaux sociaux et dans la rue. Donc, il y a 2 noms qui reviennent. D'accord. Oui, là, vraiment, je suis dans la science. Pour que je ne fais pas le choix. Alors que je n'ai pas décidé que ça soit qui ou X ou Y. De quelle science s'agit-il? La science de la recherche. La science de la recherche. Et la méthodologie, c'est ce qu'on appelle le random sampling. C'est-à-dire que je prends les gens par hasard. C'est dans la méthode qui doit être éprouvée. C'est-à-dire le random sampling. Voilà. Random sampling. On a donc les matériaux de recherche et on voit si la méthode est pertinente. La méthode, c'est le random sampling. C'est-à-dire que probabilité aléatoire. Je prends les gens par hasard dans la rue, je les interroge. Je pars dans les réseaux sociaux, je pars sur les pages des blogueuses ou des blogueurs. Je recense. On peut déjà vous faire une objection à ce niveau. Voilà. Bien sûr, tout travail est critiquable, monsieur le professeur. L'objection serait quoi? La science est sans confiance. L'objection serait que généralement, quand on utilise... Il faut arrêter avec les sbloufs. Non, mon frère, attendez, je n'ai jamais dit. Quand vous voyez de lesbo, vous devez faire un sondage. On a revu l'objection d'abord, puis on vous avez réagi à l'heure. On essaie l'élément de hasard dont il parle. Et on fait ce qu'on appelle un échantillonnage pour avoir une population qui ressemble, qui soit un peu le modèle de la population générale en termes de caractéristiques sociologiques. D'accord. Et je suis parti du général au particulier. Tu es parti de analyse détective. Tu n'es parti de rien. Je suis parti du général au Les choses particulier. qu'on dit dans les réseaux sociaux, qu'on dit dans les salons feutrés, Non. et dans les chaumières, tu as fait la science. On démontre une La science est méthodologie. sans conscience. On démontre une méthodologie. Bien sûr. Soulé. Vous avez consulté mes enquêtes. Non. Il est en train de lire les limites de votre enquête quand même. Il n'y a pas de problème, on peut critiquer mes enquêtes. De dire rien. Il fait de l'épidémie. Est-ce qu'il a vu le matériel de travail? Il a vu le son, il a vu les chantiers. Il n'a pas vu. Il savait d'abord qu'il y a un sondage. Maintenant qu'il vient de savoir, il dit déjà que ce n'est pas bon. Mais il dit qu'il allait chez les blogueurs. Il les voit quelque part. C'est ça qu'on appelle la population mère. Jean-Jacques Zé. La population mère ici, j'ai cité les réseaux sociaux et dans la rue. C'est ça la population mère. Quel est mon échantillon? La question C'est l'échantillonnage qui doit être stratifié. Oui, j'ai cité l'échantillonnage. Les femmes, les hommes. Oui. Et dans quel contexte c'est pour répondre à ces différentes questions? Je n'ai jamais dit. Je n'ai pas dit. Jean-Jacques Zé. S'il vous plaît. Alors, les 30 secondes. Oui. Quand vous prenez un plateau sérieux comme celui-ci, pour exposer tes travaux de recherche, il faut être méticuleux et il faut respecter le téléspectateur. Quelle est la population de ton qui constitue ton échantillonnage? N'est-ce pas? Oui. Elle est catégorisée comment, spécifiée comment? Combien de personnes sont en faveur de telles? Combien en défaveur des autres? Vous ne pouvez pas prendre les cancans qu'on rencontre au quartier, parce que dans la rue, pas au quartier, dans la rue. Le quartier n'est pas dans la rue. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En matière de sondage. Non. En matière de sondage, en matière de sondage, si on dit on a pris les gens dans la rue, ça veut dire qu'on a pris les gens sans aléatoire. On a pris les gens de façon. Maintenant, dans l'aléa, on peut prendre de façon aléatoire à Ebolova, à Sanmelima, à Ngaoundéré, à l'extrême nord, à Douala, etc., etc. Pour avoir une photographie de l'opinion selon des caractéristiques, par exemple ethniques. Et vous verrez que les positions vont changer. Et puis après faire des moyennes, et puis après. Donc moi je ne suis pas d'accord qu'on balaie, il a dit qu'il a fait, vous n'avez rien, il ne vous a pas donné les détails. Il vous a donné les conclusions de son sondage. Si vous voulez, vous lui faites une émission là-dessus,
Il vient donc avec une espèce, on regarde l'échantillon. Parce que ce n'est pas facile à parler de ça en 2 minutes que vous croyez qu'il n'a pas étudié 20 000 personnes. D'accord. Allez-y, puisque vous avez la parole. Puisque vous avez la parole, justement, est-ce qu'il faut prendre en compte cette position? Non, pas du tout. Jean-Jacques, Pas du tout. ce que je veux que mes amis politiques voient, c'est vraiment le manque de cohérence des gens comme les Wafo. L'inconstance, c'est-à-dire que les gens qui ont des positions, peut-être pour plaire à des opinions. Voilà quelqu'un qui, on sort d'une élection présidentielle. Avant l'élection présidentielle, on se battait ici pour faire comprendre que la stabilité de ce pays voudrait que on tienne compte de ce qu'il faut aussi qu'un anglophone arrive au pouvoir. Il soutenait Maurice Kamto, le francophone. J'assume. Maintenant que l'élection présidentielle est passée, et il se rend compte que son joker est hors jeu. Il n'avait rien à dire. C'est-à-dire qu'il n'est dans aucune perspective. Il redevient tenir un discours d'équilibriste. Il y a maintenant le souci qu'un anglophone soit aussi quelque chose. Lisez souvent les thèmes. Vous voyez la qualité des hommes politiques. Deux secondes. On est en train d'aller à l'élection présidentielle. Moi, je suis en train de me battre ici pour faire comprendre à notre pays qu'il est temps de donner à un anglophone. Et j'ai soutenu un anglophone, même si il a fait le mauvais caca. En compréhension de texte, vous avez régulièrement 2 sur 20. Mais voici les gens qui nous démontrent ici qu'il ne faut pas donner le pouvoir à un anglophone. Que c'est Maurice Kamto sur la base du tribalisme. On dit vice-président. Maintenant qu'il se rend compte que son joker est le thème du débat. il cherche à avoir des amis politiques. L'opportunisme, de mauvais aloi. Maintenant il dit, ouais, il faut qu'on donne aux anglophones. Mais on était tu n'as pas soutenu les anglophones. Le président est déjà francophone. Tu n'as pas soutenu les anglophones. Maintenant, le président est déjà là. Je reviens à l'essentiel. Je d'abord montrer la perfidie, l'hypocrisie des acteurs politiques dont l'indignation est sélective. L'indignation à géométrie variable. D'accord, revenons dans vos faits maintenant. Maintenant, pour la réalité. Lisons les thèmes. Vous avez une constitution qui dit le président peut. Et Zengele en parle. Quelle est cette fonction où on peut mettre quelqu'un ou on peut ne pas mettre quelqu'un? Si vous avez une fonction où on peut mettre quelqu'un ou ne pas mettre quelqu'un, ça veut dire que si on met quelqu'un, il est comme si on ne l'avait pas mis. Oui. Et je ne veux pas qu'on donne à un anglophone un poste où on peut mettre quelqu'un, où on peut ne pas mettre quelqu'un, tout ça c'est pareil. Et moi, pour lui dire que c'est là qu'il faut mettre l'anglophone. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec le poste. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec le poste de vice-président. Mais il vient quand même faire des propositions. Moi, je me suis... Lisez le thème en débat. Je m'en fous du poste de vice-président. Ah bon? Parce que Paul Biaké est assis là. Il est arrivé dans les mêmes conditions que le vice-président va arriver. Il était un premier ministre nommé. Le président a fait une constitution pour faire de lui le successeur qui termine le mandat. C'est exactement la même chose. On va seulement changer de degré et le nom. Maintenant, c'est le vice-président nommé qui devient le successeur constitutionnel qui termine le mandat. D'accord? Tous ceux qui disent que le vice-président n'aurait jamais dû être nommé doivent se taire. Ils font les propositions pourquoi? Eux, ils sont contre. Ils viennent maintenant faire les propositions pourquoi? Parce qu'il faut bavarder. Le thème en débat. Chaque fois qu'on vous donne le micro, parfois quand on vous donne le micro, dites que je n'ai rien Ils à sont dire. contre, mais le fait est là. Donc, Dernière chose. Oui. Tous ces gens qu'on a montrés là, qui vous a d'abord dit qu'ils sont d'accord avec la révision? Je ne sais pas si on va... Voilà. Vous faites alors un débat sur des gens, peut-être qu'ils sont même contre. Ça veut dire que peut-être qu'ils sont même dangereux pour le président. N'est-ce pas? Le président, C'est incroyable.
est pris dans son propre piège. Et on va sortir par là. Le président est arrivé à la présidence de la République parce que dans le régime d'Ahidjo, il a été le profil qui correspondait à ce que Ahidjo voulait. Quelqu'un qui lui est soumis. Et tous ceux qui, dans le régime d'Ahidjo, avaient un caractère fort ont été écartés. Samuel Eboa, Aïssim Vondo. Et le président a vu, Ahidjo a vu ce que ça lui a apporté. C'est pourquoi on a parlé de confiance. Ahidjo a cru que la confiance, c'est le fait qu'elle est dans celui qui ne dit jamais rien. C'est un peu plus compliqué que ça. Qui était comme un ver de terre. À qui on pouvait dire tout le contraire, il accepte toujours. Et une fois devenu président, le type qui ressemblait à un ver de terre est devenu un dragon. Et Ahidjo en a payé le prix. D'accord. Et du coup, Paul Biya est hanté par l'idée que son successeur peut sortir les griffes. Or, il a fait un régime qui a appris aux gens que tu n'es bon que quand tu ne dis rien. Tout ce qu'on a montré là, c'est ce qui spécifiquement dans le régime de Biya ne disent jamais rien. Yang Philemon ne dit jamais rien. Il ne dit même pas qu'il faut aux anglophones. Les anglophones du régime ne se plaignent jamais de rien. Ils ne disent pas que mais nous on est où dans cette affaire. Ils laissent que c'est d'autres personnes qui parlent pour eux. Quand la crise anglophone a éclaté, c'est tous les anglophones du régime qui ont dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème anglophone. D'accord. Donc les gens on va cela. Maintenant, ils veulent qu'on considère qu'il y a un problème anglophone. D'accord. Tous, personne de tous ces gens-là n'a pris la parole ici pour dire que oui, nous les anglophones, nous sommes fâchés. Ils ne disent jamais. On a compris. Sous le Riolo, l'équation devient donc très compliquée finalement entre ce que les Camerounais espèrent, leurs propositions sur la représentation communautaire, sur la prise en compte de la question anglophone et autres, sur la confiance soulignée et défendue par le professeur et par Abel Libi Robert. L'équation n'est pas compliquée. Nous voulons compliquer la structuration de ce débat tel qu'il a été amorcé. Et je suis contre le nihilisme de Libi Lobé. Il ne peut pas non plus nous dire que le travail qui a été fait, je l'ai apprécié parce qu'ils ont proposé ce casting. On ne peut pas dire que oh, ils ne sont pas, même s'ils sont contre la modification, s'ils sont élus, ils ne vont plus être contre la modification. Ils vont assumer. Puisque j'ai dit que chacun d'eux a des compétences. Ce que je voudrais dire, c'est que je pars toujours d'un principe, un postulat, que le prochain, le vice-président, sera le président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Wafo qui a refusé d'un candidat président anglophone, aujourd'hui veille, n'est-ce pas, que le gré à gré se passe et qu'on donne le pouvoir à un anglophone, ça me pose un problème de structuration, un problème d'harmonie. Parce que si vous avez dit que... Pourquoi tu ne veux pas utiliser mon mot? Mais lisez le thème. Un problème de cohérence, la logique. On discute de quoi, Jean-Jacques? Merci, en attendant qu'on te donne ta prise de parole. S'il te plaît, permets-moi de parler aussi, s'il te plaît. Non, je vous rappelle seulement qu'il y a un thème. On est dans le thème. Nous sommes dans le thème. Oui. Donc tu es le petit Wafo donne les leçons de hors sujet à Wafa. Tu es petit. Tu crois que tu es quoi? L'équation n'est pas compliquée. Parce que Merci. Jean, c'est celui qui a la parole. C'est celui qui a la parole. Tu donnes les leçons de sujet. Tu lui rappelles le thème parce qu'il ne connaît pas le thème. C'est toi qui connais. Merci Abel. C'est celui qui a la parole. Je voudrais dire aussi, c'est naïf. Quand j'entends quelqu'un dire, nous, mes n'est-ce pas, il faut absolument
le président nomme un vice-président parce que le président est déjà francophone. C'est de demander au président Biya de faire du troisième président camerounais un anglophone. Cela est-il possible? Alors, un président de la République à qui on a donné autant de pouvoir, n'est-ce pas? Le Parlement a admis que le président Paul Biya est irremplaçable. Paul Biya amène. Que Paul Biya peut partir, il nomme Paul Biya. C'est-à-dire qu'il va nommer quelqu'un qui pourrait faire comme lui, exactement comme lui, en espérant que Dieu le lui permettra. Après, le Parlement a décidé, a accepté qu'un élu peut nommer un non-élu pour présider le Cameroun. Ça veut dire une chose simple, que le Parlement a donné à Paul Biya le pouvoir cadeau. N'est-ce pas? La magistrature suprême, le pouvoir, le Cameroun, on a donné ça à Paul Biya cadeau. Et vous savez, ce que je voudrais dire aussi, et nous devons être tous d'accord, c'est qu'ailleurs, on serait impressionné, indigné et même intrigué par l'extraordinaire résilience des Camerounais qui laisse croire que Paul Biya n'en a que cure, il s'en fout. Du coup, moi qui ai beaucoup trop apprécié les schémas développés par le professeur Mathias Eric Onangeni, qui est resté intellectuel de haut vol, comme il en a l'habitude, je voudrais lui dire que, comme Amadou Nkouma avait écrit, Allah n'est pas obligé, Paul Biya n'est pas obligé de suivre n'est-ce pas, un schéma établi avant ou bien qu'on peut lui imposer. N'est-ce pas? Lui-même. Parce que nous avons admis que c'est lui la cathédrale, quand il parle, on dit Amen. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas manger. N'est-ce pas, Jean-Jacques Zé? Donc nous sommes dans une situation où personne ne peut sonder le cœur de Paul Biya. Il peut nommer, il peut piquer dans ce que nous avons vu défiler. Il peut piquer ailleurs. Toujours est-il qu'il va venir un moment où il devrait piquer. Pendant ce temps, moi, je souhaite que d'ici le 20 mai, que le président de la République préside le défilé du 20 mai avec son vice-président, ou tout au moins, comme ça devient de plus en plus compliqué, qu'il fasse présider le défilé du 20 mai par son vice-président, tout au plus avec un nouveau gouvernement. Je le dis pourquoi? Parce que je suis décidé de me raser au lendemain du 20 mai. On va filmer ça. Ne pas, parce que il y a déjà eu la modification de la Constitution, la création d'un poste de vice-président, qui sont des actes plus forts qu'un simple acte banal d'un nouveau gouvernement. N'est-ce pas? Donc, depuis lors, j'aurais pu me raser. Mais j'attends que M. Paul Biya aille jusqu'au bout pour montrer que le Parlement n'a pas travaillé les jours fériés d'une semaine sainte. Pour qu'on attende encore la nomination d'un vice-président. Du coup, si d'ici le 20 mai, il n'y a pas de vice-président, il n'y a pas de gouvernement, que Paul Biya préside encore seul le défilé du 20 mai, je comprendrais que désormais nous sommes dirigés par un extraterrestre. Je vais aller chez mon barbier. Voilà. Je vais aller chez mon barbier. Donc je prends rendez-vous. C'est pas pour l'histoire dans quelques jours. Dans quelques jours. 20 mai. Donc tu ne sais pas le 1 mai. S'il n'y a pas un nouveau gouvernement... Bon, j'ai une question. Je vais lui poser une petite question. D'accord. On a fini. C'est déjà dit. C'est déjà dit.
Barbier. D'accord. Je vais poser une question. Non, Si le président décide d'attendre les élections législatives, non, le pour 21 prendre son il va chez vice-président Barbier. parmi un député élu. D'accord. Entre-temps, le 21, c'est voulez là passé chez le l'écouter barbier. à toi. Alors, on va avancer très rapidement. Jean-Robert Wafo, votre Écoutez, c'est position. normal. Merci. Quand On parle de c'est décliné, c'est quoi, on a compris. On a pris un rendez-vous ferme. On a pris un rendez-vous bien compris. Avant le 20 Il a mai. écouté. C'est bon. C'est bon. Alors, parlons justement de ces élections. On va rapidement entrer dans le temps additionnel. Parlons justement de ces élections. La date n'est pas connue, mais elles sont certaines. Elles auront lieu, ces élections-là. Est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire ce qu'on a vu à la présidentielle ou aux élections d'avant, avec une opposition qui fonctionne au rythme des dissensions? Lorsqu'on écoute les leaders de l'opposition, lorsqu'on lit les leaders de l'opposition et les membres bien connus des partis politiques de l'opposition, on ne voit pas une démarche commune se dessiner. Professeur, c'est au pas des dissensions qu'on va aller vers ces élections, la dissension au sein de l'opposition? Merci de me donner la parole. Ce qu'on peut constater après l'élection présidentielle, c'est que les groupes d'opposition utilisent des perspectives différentes, ils ont une vision différente de la situation et cela entraîne des divergences qui deviennent des conflits. Ces conflits sont le produit de positionnements opportunistes dans l'évolution vers l'élection présidentielle d'octobre 2025 qui a accru l'hétérogénéité de l'opposition. Nous avons eu un candidat potentiel, le professeur Maurice Kamto, qui, une fois qu'il a été disqualifié par le Conseil constitutionnel, s'est réfugié dans une attitude que ses détracteurs qualifient de ponce-pilatisme, alors qu'ils attendaient de lui un soutien actif et visible. Le professeur Maurice Kamto a refusé clairement de choisir le candidat qu'on voulait lui imposer, parce que pour lui, on voulait le lui imposer, qui était le ministre Issa Tiroma. Il a laissé le choix à ses partisans de le soutenir ou de ne pas le soutenir. Il s'est avéré également qu'il aurait préféré que ce fût le ministre d'État, le Premier ministre Bello Bouba, à la place de Tiroma. Et une bonne partie de ceux qui avaient été jusque-là les soutiens du professeur Kamto ont trouvé que ce n'était pas sérieux. Et ce sont ceux-là qui animent justement la critique virulente contre l'attitude du professeur Kamto. De l'autre côté, le candidat Tiroma, qui a été positionné à la fin comme le candidat qui devait porter la logique d'alternance, ne remplit pas les espérances des radicaux venus des soutiens du MRC, qui s'attendaient à le voir endosser le costume qu'avait porté le professeur Kamto en 2018, le costume du président élu. Un président élu maintenant, comme on dit sur Facebook, ça dépend de l'orthographe. Est-ce que c'est élu avec E accent aigu ou HE accent aigu? Et voilà l'une des choses qui justement crée des distorsions dans l'opposition. Et ce sont des distorsions et des tensions qui sont plus fortes que ce qu'on ne pense, qui indiquent les limites de ces groupes d'opposition, d'abord en termes idéologiques. C'est-à-dire, on a ici des acteurs qui ne sont pas capables d'engager une discussion idéologique sérieuse, qui permet de fixer à la fois leurs points de convergence et leurs points de divergence. On voit également les limites tactiques, c'est-à-dire comment se positionner dans une conjoncture précise en fonction des exigences d'un moment, qui ne sont pas nécessairement des exigences durables sur le temps, mais des exigences d'un moment. Les exigences du moment aussi, c'est quoi? C'est comment
l'opposition peut-elle se positionner par rapport à la dynamique créée du fait de la réforme qui instaure un poste de vice-président, qui n'est pas aussi léger qu'on veut le faire croire. Attention, c'est là où il y a un problème de subtilité qui montre l'avance de Paul Biya sur ses concurrents. Le vice-président n'est pas corvéable comme on vous le fait croire. Non. Le vice-président est un élément important de l'architecture. Ce qui vous fait croire qu'il est corvéable, c'est simplement la nécessité fonctionnelle de faire que le vice-président ne puisse pas se situer, tant qu'il est vice-président, à la hauteur du président de la République. Parce que l'architecture de la Constitution fait que c'est le président de la République qui est le sommet de toutes les institutions. Il n'est pas seulement le sommet du pouvoir exécutif, il est le sommet de toutes les institutions. Donc on ne peut pas lui adjoindre quelqu'un qui va lui faire concurrence. Par contre, une fois qu'il y aura un vice-président, même si le président décide de lui déléguer le moins de pouvoir possible, la possibilité qu'il a de reprendre le mandat est un élément fondamental du jeu politique et institutionnel. Bon, on ne voit pas, en dehors de déclarations d'ailleurs qui sont dépiécées, les groupes d'opposition essayer de discuter sur la façon de se comporter maintenant que cette réforme est introduite dans l'architecture constitutionnelle. Quelles peuvent en être les conséquences pour les groupes d'opposition? Parce que la reprise éventuelle d'un mandat, ça signifie la consolidation de la domination du parti au pouvoir. Ne serait-ce que dans le temps qui reste de l'exercice de ce mandat. Et une opposition, entre guillemets, bon, je veux maintenant un peu polémiquer, sérieuse, ne peut pas rester silencieuse là-dessus. Par contre, il ne suffit pas de faire des effets de manche, on va à l'Union africaine, c'est un coup d'État constitutionnel pour que ça produise quelque chose. Alors, Walter Shaw, on est quand même sur le chemin des prochaines élections. Il y a des faits, des actualités qui auraient quand même demandé à l'opposition de montrer les signes d'une organisation, ce qui n'est pas visible et palpable aujourd'hui. On a plutôt l'impression qu'il y a des clashs, entre guillemets, qui sont enregistrés. Ils sont plus virulents entre groupes d'opposition qu'entre l'opposition et le pouvoir. Commence d'abord entre l'opposition et l'opposition, parce qu'eux-mêmes se bagarrent. C'est très virulent. Même, oui, très violent, même sur les affaires d'argent. Sur les affaires d'argent. L'argent aussi. Oui, sur les affaires d'argent, ils bagarrent, l'opposition bagarre lui-même avant de bagarrer avec le pouvoir. On s'interroge, est-ce que c'est l'opposition qu'on peut penser dans un pays démocratique? Parce que l'opposition qui vient discuter des millions à la télé, qui discute des postes, qui sont au tribunal, qui contestent la légalité des présidents du parti, qui se transforme en parti Yango, on ne comprend plus rien. C'est d'abord ça, la première question de mon entrée sur ta question. Que pourquoi l'opposition se bagarre entre eux-mêmes à cause des problèmes d'argent, problèmes de légalité, les problèmes ethniques, tribales, les mentalités. Maintenant, face au pouvoir, le professeur Mathias Eric Onangui a tout dit parce que le président de la République a pris l'avance sur l'opposition depuis 1982, après la création du RDPC. Le 85. Oui, 85. Non, je dis d'abord, dès qu'il prend le pouvoir en 85, il l'observe. En 85, maintenant, dès qu'on crée le RDPC, le renouveau fut créé. Et maintenant, le président observe l'opposition et commence donc à jouer en avance, stratégiquement, pour dominer l'opposition. Et dominer l'opposition et faire endormir ceux qui sont affamés, ceux qui demandent de l'argent et ceux qui convoitent des postes au gouvernement. Voilà la stratégie de Paul Biya. Parce que par derrière, c'est parce qu'on a la télé. Il y a des opposants qui créent des partis politiques pour convoiter des postes au gouvernement. Et ça fragilise quoi? Ça fragilise maintenant le jeu démocratique. De façon représentative, au Parlement, certains sont là
pour vivre, pour survivre. Et là, ça donne maintenant du crédit au président Paul Biya de faire ce qu'il peut avec les stratégies qu'il a en main. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour qu'on ait une opposition qui est crédible, il faut attendre peut-être quand il y aura élections municipales et législatives. C'est par là maintenant que le jeu va commencer. Mais pour le moment, le président a encore des outils juridiques pour manier. Est-ce que c'est un rapport pousser l'opposition à être dans les dissensions? Quand vous dites crédible, vous mettez quoi à l'intérieur? L'opposition qui est là aujourd'hui n'a aucune crédibilité? On s'interroge face à des indices que je vous ai cités, problème d'argent, problème tribal, problème de légalité. C'est ça, c'est ces indices-là qui montrent que l'opposition n'est pas un problème de crédibilité, le professeur confirme. Donc, il faut attendre les prochaines élections législatives et municipales pour entrer dans le fond de la crédibilité. Mais quand cette opposition propose les questions de fond, vous trouvez que ça ne sert à rien. Vous retenez seulement les petites querelles d'argent. Il n'y a pas seulement l'argent. Je te parlais qu'il y a un problème où on ne veut pas que tel de X communauté soit président du parti. Parce qu'on ne veut pas voir les leurs au pouvoir. On ne veut pas citer les noms ici pour ne pas entrer dans le coup de la diffamation du code de procédure pénale. Nous connaissons tous. Mais je dis, ce n'est pas sérieux. On peut être dans un pays où un parti politique de l'opposition veut discuter les affaires d'argent dans les médias, dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas l'image de l'opposition qu'on attend. D'accord. Est-ce que tout n'est pas dans la création de ces partis politiques d'opposition? On leur demande à ces partis d'être structurés, d'être organisés aujourd'hui. Mais lorsqu'on regarde comment les partis sont créés, il y a un qui se fâche ici, il n'est pas d'accord avec le président, il va créer son parti. Il y a un petit groupe qui se désolidarise, crée son parti.